Salut, salut, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous voyez, on est tous sur un setup de confiné en ce moment, qui est pour cette fois, on voulait faire un retour sur un des tournois majeurs qu'on a en France depuis maintenant, c'est la troisième édition en tout cas pour la partie par équipe, qui est la Mega Bash. Donc aujourd'hui j'ai avec moi Damien, qui est un des orgas de la Mega Bash. Je vous laisse me faire un petit coucou pour qu'on vous distingue. Paul, que je pense vous commencez à connaître. Et ensuite, Nicolas, qui est un des participants d'une des équipes de l'Adeptus Chalonnais, d'ailleurs, dont vous avez certainement entendu parler. Donc, on va essayer de vous faire un petit retour d'expérience sur le tournoi de manière générale et voilà ce qu'on en pense, présenter un petit peu les différents intervenants et voilà. Donc, on va commencer, je pense, avec Damien. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, toi, tu es de la confrérie des Malmouleux, qui est le club qui organise Exactement. maintenant cet événement. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu d'où vous êtes, que faites-vous, et puis comment vous en êtes venu à organiser ces fameux tournois OS? Ouais, bien sûr. Alors, bon, déjà, bonjour à tous. Euh, donc, la Confrérie des Malmouleux, c'est une association qui a maintenant 3 ans, depuis ce mois-ci d'ailleurs, je crois. Peut-être Bon notre anniversaire. troisième anniversaire. Merci. Donc, on est basé sur la région lyonnaise et on organise des tournois et des campagnes Age of Sigmar depuis donc 3 ans. Alors, pourquoi on s'est lancé là-dedans? Déjà, parce qu'on était des anciens joueurs Battle, et on voyait qu'il y avait de moins en moins, ou plus, en tout cas, de tournois pour Age of Sigmar au moment où le jeu s'est lancé, et ça nous peinait un petit peu. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas, on l'a jamais fait, et puis on va voir si ça prend. Et on s'est lancé dans des petits tournois solo d'une vingtaine de joueurs pour commencer. Donc La on se Malmoule faisait Bash. prêter des tables à droite, à gauche, donc sur Lyon. Et puis ça a bien pris. Ça a bien pris. Et puis au bout donc de 2 ans, on s'est dit, bah, on va essayer de faire un gros tournoi par équipe, puisque on était monté aux premières interrégions en région parisienne. Ça nous avait énormément plu. Et on voulait reproduire ça un petit peu à notre sauce. Donc, on a lancé la première méga bash, c'était au printemps dernier, donc mars 2019. Voilà, donc en parallèle de ça, on a fait également une campagne sur la région lyonnaise l'année dernière. On devrait normalement en refaire une là cette année, donc une deuxième campagne. Et on alterne donc des tournois solo d'une vingtaine de joueurs, les méga bash et les campagnes narratives. Ok, et donc tout ce qui est cette partie campagne, c'est au sein de votre groupe de joueurs, on va dire votre asso, on va dire local quoi. Non, non, non. Alors, nous, Confrérie des Malmouleux, on est 6 personnes, D'accord. dont 5 joueurs. Et la campagne, c'est pour tous les Lyonnais, en fait, hein, qui souhaitent participer. En fait, alors, Meeting Engagement n'existait pas encore l'année dernière, ou venait D'accord. de sortir, je sais plus exactement. Donc, c'était du 1000 points classique. Et on a mis en place un Discord pour tous les adhérents de la campagne pour qu'ils puissent communiquer entre eux, organiser leurs parties. Il y avait 5 parties par joueur. Nous, on avait fait une petite trame narrative avec des vidéos. Ça se passait en 5 actes. Et puis, ils avaient 10 jours pour faire chacun leur partie. Et la campagne durait 50 jours, tout Ok. simplement. Donc ça Donc, c'était permet, plus de la mise en relation de joueurs avec une trame narrative. c'est ça, donc ça permet d'introduire un tas de nouveaux joueurs à la communauté AOS pour pas qu'ils viennent se faire immédiatement bâcher sur les gros tournois de bourrin que vous organisez à côté, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'idée, c'était un petit peu de répondre aux besoins de différents profils de joueurs, que ce soit du débutant, du narratif, du compétitif, Ok, donc vous avez du vraiment, joueur qui préfère rester sur Lyon, du joueur qui a envie de se déplacer. Enfin, voilà. ok, donc vous avez Donc vraiment trois plusieurs formats parties. d'événements. C'est ça, des parties narratives, des tournois, des gros tournois solo et des gros tournois par équipe maintenant. Très bien. Eh ben Exactement. on va laisser maintenant, je vais laisser Paul quand même, ça fait 15 ou 20 fois que tu interviens, mais je vais quand même te laisser te présenter, sait-on jamais. Qui es-tu? Ouais, ça marche. Alors, moi, je suis un joueur en région parisienne et j'ai rejoint il y a un peu plus d'1 an Esprit Ludique, qui est une asso versaillaise qui fait principalement pour le jeu de figurines de l'AOS.
Et, et en fait, j'ai vite trouvé ce qui me plaît le plus à AOS, c'est la compétition, quoi. Et clairement, la Mega Bash, c'est un événement qu'on ne peut pas louper, nous, dans l'asso. Parce que finalement, aujourd'hui en France, c'est quasiment l'événement qui rassemble le plus de joueurs d'AOS avec un niveau qui est vraiment bon. Et ça fait plaisir. Ok. Et ensuite, Nicolas, je te laisse te présenter un petit peu. Nous, on s'est rencontrés au Double Hammer, si je dis pas de bêtises, en tout cas avec ton association. Et on Tout s'est à fait, recroisés récemment à la Mega Bash. également. Donc bonjour à tous, Nicolas, effectivement, joueur de l'équipe Adeptus Chalonnais. Donc nous, on est venu à la Mega Bash entre guillemets par rapport à ce que vous représentez plus en amateur sur la base, mais on s'est effectivement vite pris au jeu à essayer de viser un niveau un peu plus compétitif. Donc c'est vrai que la Mega Bash est à part la Terre Région, le tournoi numéro 1 pour ce faire. Donc voilà, ça fait pas très longtemps que je joue à AOS, un an seulement, j'étais joueur 40K avant, je joue toujours un petit peu à 40K, mais j'avoue avoir une préférence pour AOS depuis la V2. Donc voilà, on a la chance d'avoir un pool de joueurs assez important et on essaye de construire 1 à 2 équipes qui pourraient viser, on va dire, un niveau au moins semi-compétitif et voire plus si affinité. Oui, c'est ça. C'est vrai que je me souviens quand on s'était croisé au Double Hammer avec Romain et d'autres joueurs, justement, où vous vous présentiez comme complètement débutant. Et puis là, la dernière Mega Bash, vous avez quand même fait une bien belle perf. Donc, c'est que ça progresse vite. Tout à fait. On essaye. Donc on va parler un petit peu, je pense maintenant, des spécificités de ce tournoi, qu'est-ce qu'il représente par rapport à l'ensemble des tournois qu'on peut avoir en France de manière générale. Donc déjà, je vais te laisser un peu nous présenter ça, Damien, mais déjà c'est vrai que c'est un des seuls tournois qu'on a par équipe régulier. On va dire en tout cas avec plusieurs éditions à l'année. Il y a des règles quand même qui sont assez particulières. Il y a des règles que vous appliquez vous et qu'on retrouve pas forcément dans beaucoup de tournois qu'on a en France, en tout cas actuellement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces choix d'orga, que ça soit les royaumes, même sur le mode directement de construction des listes et des équipes et des rosters? Alors, déjà, dans un premier temps, tu as raison de le souligner, c'est un tournoi qui a lieu 2 fois par an. En tout cas, on essaye, dans la mesure du possible, et en bonne entente avec la mairie, d'avoir accès à la salle 2 fois par an. Une édition au printemps, donc autour de mars ou avril, et une édition à l'automne, donc entre octobre, novembre. On essaye vraiment de garder ce rythme pour que ce tournoi devienne un rendez-vous connu et reconnu, déjà au niveau du planning par rapport à les joueurs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le tournoi en lui-même, donc la Mega Bash, pour que les gens situent bien, cadrent bien, c'est un tournoi par équipe de 4 joueurs, avec 18 équipes. Donc on arrive à 72 joueurs. La toute première édition, on avait 48 joueurs, parce que bon, c'était notre première édition il y a un an. Maintenant, on est à 72 joueurs, et a priori, ça ne devrait plus trop bouger. Après, pour ce qui est des spécificités, nous, on distingue 2 choses. On distingue la construction d'équipe, le team building, le roster, et la construction de liste. On est parti du postulat que on ne voulait absolument pas frustrer des joueurs ou des participants en limitant les constructions de listes. Il y a des battle tomes qui sont là, un manuel du général. On n'a pas envie de mettre des limitations par rapport à ça en disant pas plus de X behemoth, pas plus de X perso nommés. Enfin, les joueurs font vraiment leur liste d'armées comme ils l'entendent, mais en respectant un team building. Et ce team building, qui fait un petit peu en effet la particularité de la Mega Bash, c'est que soit les joueurs choisissent leur armée en sélectionnant une faction de chaque grande alliance, donc un joueur ordre, un joueur mort, un joueur destruction et un joueur chaos. Soit les 4 joueurs sont issus de la même grande alliance, mais il y a alors interdiction d'avoir 2 fois la même allégeance dans l'équipe.
Ok. Voilà, ça c'est la base du tournoi. Et le deuxième point que tu as relevé, c'est l'utilisation de règles qu'en effet on voit pas tellement dans d'autres tournois, quoique ça commence un petit peu à bouger, je trouve. Notamment l'intégration des règles de royaume. Donc ça, c'est depuis la première édition. Hein. Des règles de décor. Bon, c'est vrai qu'il y a un an, certains tournois ne les utilisaient pas forcément. Donc nous, c'est Garnison. systématique. Et la garnison aussi. Alors la garnison, depuis le début, elle y est. Il s'avère que la dernière édition, tout le monde en parlait, alors que depuis le début, il y a ces règles de garnison sur la Mega Bash. Bon, pour revenir dessus, il y a une ou deux maladresses qu'on a peut-être fait, ça je le reconnais. Mais en tout cas, c'est assumé et c'est améliorable. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des points qu'on voit chez nous et qu'on voit assez rarement ailleurs. Ouais. C'est vrai qu'en plus sur l'utilisation des règles de royaume, c'est un truc qui se fait beaucoup à l'étranger, de ce que j'ai compris, que ça soit dans les pays qui sont en Angleterre, aux États-Unis et tout. Et en France, c'est vrai qu'on est un petit peu plus réfractaire en fait, alors que de base, ça fait partie des règles du jeu en fait finalement. Hein. Ça fait partie de l'ensemble des règles qui sont en tout cas proposées par Games. Donc pour situer un petit peu les royaumes, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte juste pour la partie jeu parce qu'on se rend pas forcément tous compte, ça apporte un domaine de magie. Donc ça veut dire que tous les sorciers qui sont sur la table connaissent tous les sorts du royaume. Ça apporte parfois certaines aptitudes de commandement. Et ça apporte aussi autre chose qui là est une partie aléatoire qui est un trait de royaume. Donc on a certains traits de royaume qui sont, on va dire, anecdotiques et d'autres qui le sont beaucoup moins. Par exemple, je donne un exemple sur Gur, on peut se retrouver avec 2 behemoths en plus de chaque côté, 2 Dreadsorian sur la tronche, quand nous on peut juste envoyer 2 manglers. Bref, voilà, ça apporte certaines choses. De manière générale, moi j'ai tendance à trouver ça hyper positif parce que ça permet de ramener à niveau certaines armées qui en fait n'auraient pas forcément besoin de ces outils. Quand je parle de ça, je pense en particulier à des armées comme les Fyreslayers par exemple, qui eux en fait n'ont pas vraiment d'avantage à tirer de ces royaumes parce qu'ils sont déjà pour partie au-dessus et que de toute façon le domaine de magie, sans alliés, ils n'ont pas forcément la chance d'en profiter. Je vois Paul qui boue. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis sur concernant l'utilisation de ces royaumes? Comment tu le vois toi personnellement, on va dire? C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire parce que ça rajoute beaucoup d'aléatoires à chacune des parties. Et comme Sam l'avait évoqué précédemment un peu plus tôt, ça rajoute un aléatoire alors que les pairings entre guillemets sont déjà faits. Après, du coup, ça rajoute aussi un élément dans les pairings, c'est-à-dire que en fonction de si l'équipe est l'équipe A ou l'équipe B, le capitaine va pouvoir placer les joueurs sur tel ou tel royaume. Et ça rajoute aussi vraiment entre guillemets, une option stratégique au capitaine. Je pense par exemple à un cas qui s'est présenté là dans la dernière édition pour nous, quand notre joueur Destru qui était en Oruk, on s'est dit que ce serait pas mal d'essayer entre guillemets, de le mettre sur le Fyreslayer adverse pour que le Fyreslayer adverse embête moins les autres joueurs. Du coup, la solution, ça a été de le mettre sur Gur pour que, avec le petit plus du monstre, ça puisse essayer de faire un peu pencher la balance, sachant que c'était déjà un match-up difficile. Après, je pense à certains traits de royaume, notamment à ceux sur le royaume de l'ombre, qui limitent les portées de tir. Il y en a un, ça peut même aller jusqu'à la portée maximum des armes de tir va être 6 pouces. Ça marche aussi là, à la magie clairement, d'ailleurs. En fait, c'est vrai, tu as raison. C'est tir et magie, toutes les attitudes en fait. En fait, là, ça élimine littéralement certaines armées. Alors, donc c'est vrai que quand il y a une liste de tirs et que tu te retrouves là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Et je prends un exemple avec ça, par exemple, le LVO, le dernier LVO qui a eu lieu en janvier. Il se trouve que voilà, c'est un tournoi américain, très international, et les traits de royaume donc, sont utilisés. Et il se trouve que là, ils avaient été annoncés à l'avance. C'est-à-dire qu'à chaque ronde, les joueurs savaient sur quel royaume ils allaient jouer, avec quel trait de royaume. L'ensemble des traits de royaume étaient tellement anti-tir qu'en fait, la majorité des listes, il y avait très peu de listes de tir du coup qui se sont alignées dans le tournoi. Voilà, ça, on retrouve pas ça à la méga bash parce que c'est de la team, qu'il y a plusieurs royaumes, etc. Mais c'était juste pour essayer d'évoquer un petit peu les pour et les contre
d'avoir les royaumes. C'est ça. Et petit point en plus, on n'en a pas parlé parce que c'est un des éléments, moi, que je trouve hyper important et intéressant à la Megabash, c'est que c'est le système de pairing en fait, qui permet aussi de nous prémunir potentiellement d'une table. Voilà, typiquement, tu parles de. C'est vrai que sur du solo, entre guillemets, avoir une liste de tirs qui va se retrouver sur le royaume de l'ombre, ça peut être dramatique. Là, on a quand même un système de pairing qui fait qu'on peut se prémunir, on va dire, quasiment intégralement d'avoir des trucs très défavorables selon le roster qu'on a réussi à baser précédemment, quoi. On lance Les un deux dé, d'accord. capitaines, voilà, tir au dé. Mais ça, c'est important parce que le vainqueur du dé choisit s'il est A ou B. Et On a Ouais. déjà un premier choix. Est-ce que je la joue plutôt offensif, plutôt défensif? Est-ce que je m'octroie la relance du trait de royaume ou pas? Bon. C'est ça. Le capitaine, envoyant son premier joueur en défense, donc A dans cet exemple, aura la possibilité de forcer une relance concernant l'effet de royaume. Donc le capitaine A envoie l'une de ses armées en défense. Il détermine également sur quelle table ce défenseur jouera. Cette bataille se jouera forcément avec le scénario 1, puisque donc ça c'était la nouveauté de la dernière édition. Les scénarios étaient déjà connus à l'avance. Ouais. Le capitaine A bannit l'une des armées adverses. Cette armée devient l'exilé B. Le capitaine B choisit parmi les 3 armées présentes dans sa main qui affrontera le défenseur A. Le capitaine B bannit l'une des armées adverses qui devient l'exilé A. Le capitaine B choisit sur quelle table se déroulera le combat des exilés. Cette bataille se jouera forcément avec le scénario 2. Le capitaine B envoie parmi les 2 armées toujours présentes dans sa main une armée en défense. Il détermine également sur quelle table ce défenseur jouera. Le capitaine A choisit parmi les 2 armées toujours présentes dans sa main qui affrontera le défenseur B. Cette bataille se jouera forcément avec le scénario 1. Les 2 oubliés se rencontrent sur la table restante. Cette bataille se jouera forcément avec le scénario 2. L'ensemble des joueurs détermine aléatoirement l'effet de royaume de leur table. Le capitaine A peut provoquer la relance de l'un des effets de royaume s'il le souhaite. Donc c'est vrai qu'en plus ce système de pairing permet aussi de compenser les effets des royaumes qui peuvent être un peu game breaker en solo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait justement, parce qu'apparemment pour la Malmoul Bash vous faites ça un petit peu justement, vous ajustez en fait pour que les effets de royaume ne soient pas forcément trop game breaker. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui est totalement vrai. Il peut y avoir des effets de royaume qui vont casser complètement une partie. Donc on en est parfaitement conscient, mais la parade c'est d'inclure dans le système de pairing des possibilités pour les capitaines d'éviter d'avoir des auto-win ou des auto-lose. Enfin, l'auto-win il le cherche, mais l'auto-lose préfère l'éviter. Du coup on contourne cet état de fait par des règles de pairing. Donc l'idée c'est que voilà, l'idée sans rentrer trop dans le détail, c'est que quand un capitaine va envoyer un de ses joueurs en défense, c'est-à-dire il envoie un joueur en attendant de savoir contre qui il va jouer. Déjà la première chose c'est que ce joueur va pouvoir choisir sa table et donc son royaume. Il saura donc que si certains royaumes sont totalement à son désavantage ou ont des effets qui vont complètement casser sa stratégie, il va pouvoir les éviter. Ça, c'est une première chose. Il va y avoir forcément, il y a que 4 joueurs par équipe, donc il va forcément y avoir un moment où l'un des 2 capitaines va être avantagé par rapport à l'autre sur le choix des tables. Soit il aura l'initiative, soit il aura 2 choix d'affilée. Et pour contrebalancer tout cela, donc le capitaine qui, de son côté, est désavantagé sur le choix des tables, aura la possibilité, une fois que tous les pairings seront actés et que tous les effets de royaume auront été tirés aléatoirement, il aura la possibilité de faire relancer un effet de royaume sur l'une des 4 tables, s'il s'avère que cet effet de royaume lui déplaît. C'est ça, parce que petite précision, les effets de royaume ne sont pas connus au moment du pairing. Donc on envoie un joueur sur un royaume en sachant que sur la table on aura un des 6 effets de royaume, mais on ne le connaît pas au moment où on envoie le joueur dessus. Très bien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que sur une travée de 4 tables, vous savez quels sont les royaumes présents. Les royaumes ne changent pas d'une ronde à une autre. Ils sont
ils sont prédéfinis sur les tables. D'ailleurs, on essaye de faire des tables à thème. Mais l'effet de royaume, lui, change à chaque partie. Et après, il y a aussi un autre aspect qui est assez particulier justement à la Megabash, dont tu voulais nous parler aussi, c'était le système de scoring en fait par rapport au scoring habituel de majeur, mineur, etc. Donc là, le système de scoring par équipe. Ouais. Donc ça, c'est la façon dont on marque des points pour faire grimper son équipe au classement général. Donc assez simplement, chaque joueur va marquer des points en fonction de son résultat. Donc une défaite majeure, c'est 0 points, une défaite mineure, c'est 1 point, une victoire mineure, c'est 2 points, et une victoire majeure, c'est 3 points. Donc par exemple, un joueur dans l'équipe réalise une victoire majeure et que ses 3 coéquipiers réalisent des défaites majeures, l'équipe marquera donc 3 points qui viendront se cumuler au classement général. À ça s'ajoute un bonus d'équipe, c'est-à-dire que si les 4 joueurs de l'équipe réalisent une victoire, qu'elle soit mineure ou majeure, l'équipe marquera 2 points bonus supplémentaires donc pour récompenser la performance collective. C'est ça, donc ça c'est un système qui est assez cool du coup, puisque ça encourage vraiment les joueurs qui ont typiquement, même ils savent qu'ils vont perdre leur partie, etc., d'essayer d'aller gratter une victoire mineure à droite à gauche pour rapporter des points, etc., quoi. Et donc nécessairement ça influe aussi sur la construction du roster et puis aussi du cours des parties pour essayer d'aller sauver les meubles, quoi. Ça permet aussi alors ça c'est important, le bonus collectif il est important, et la raison d'être aussi de ce système de scoring, c'est qu'on ne voulait pas entrer dans des systèmes de 20-0 où un joueur est envoyé en défenseur en premier, typique un Nurgle, full, je sais plus comment ça s'appelle, là, les démons qui tankent à mort, là. Full porte-peste. Les porte-peste, voilà. En espérant faire un match nul ou un peu moins, il rapporterait quand même des points, même si c'est pas énorme. Voilà, ça c'est le genre de stratégie qu'on voulait pas trop voir à la Megabash, raison pour laquelle on est parti sur ce système de scoring qui également respecte, il me semble, l'état d'esprit des scénarios Age of Sigmar, à savoir à partir du moment où on gagne le scénario ne serait-ce que d'un point, et ben c'est une victoire majeure. C'est ça, donc ouais, mais du coup forcément nous ça influe aussi beaucoup dans la construction des rosters, et donc je pense que c'est le point qu'on va aborder. Je pense que c'est le point qu'on va aborder tout de suite. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu juste de la façon dont vous avez abordé justement la construction de votre roster, par exemple? Pourquoi vous êtes parti, nous présenter un petit peu sur quoi vous êtes parti et pourquoi vous avez fait ces choix? Pas de souci. Alors, nous, déjà, très simple. Effectivement, les rosters, c'est soit on joue en mix avec donc une allégeance de chaque faction, soit on fait un full faction, order, chaos, destruction, etc. Nous, en tant que jeunes joueurs ou jeune association AOS, on est déjà parti sur les armées qu'on avait. Donc, les armées qu'on avait, qu'on pouvait jouer, qui étaient peintes. Donc, déjà, ça limite beaucoup. Donc, à savoir qu'on n'avait pas sur nos 4 joueurs 4 armées de chaque allégeance. Donc, il ne nous restait que le mix. Voilà, ça c'est la première chose. Mais on fait avec, on s'adapte. Après, dans ce mix, on avait de mémoire, alors potentiellement, on avait 2 armées order jouables qui étaient Fire Slayer et Idonet. On avait 2 armées Death qui étaient Ossiark et Légion of Nagash. Une seule armée Chaos qui était Slanesh. Et on avait 2 armées Destruction, donc Uruk-hai Clan et Ogor. Donc Slanesh était auto-include forcément. Ossiark est devenu auto-include aussi devant Légion of Nagash, donc je pense pour des raisons que tout le monde doit voir au niveau de la compétitivité de la Megabash. Ensuite, voilà, le choix était vraiment entre Uruk-hai Clan, Ogor et Idonet et Fire Slayer. Donc, par rapport à nos constructions de listes individuelles, nos tests et aussi notre maîtrise des armées, puisqu'effectivement, envoyer un joueur sur une armée qu'il ne connaît pas, ça n'avait pas d'intérêt non plus. Donc, on est parti en Fire Slayer et en Uruk-hai Clan. Donc, c'est comme ça que c'est construit, notre mixte. Après, on a essayé d'orienter nos listes pour avoir effectivement des listes soit complètement polarisées, soit plus ou moins polyvalentes. Et donc ça se définit en fonction de ce que chacun peut faire de son côté, de ses possibilités d'armée, et qu'on ait quelque chose au final d'assez, si possible, homogène, tout en prenant en compte effectivement cette histoire de pairing qui influe beaucoup sur les listes.
Donc, faut savoir que à la Megabash, je pense, la majorité des joueurs, on ne peut pas faire une liste qu'on jouerait en solo, tout en Ouais. sachant qu'on va avoir des pairings. C'est ce qui apporte beaucoup, et c'est sur ça que nous on s'est entraîné et qu'on a surtout essayé de cogiter intrinsèquement. Et là, voilà, on est vraiment sur de la construction de liste en mode amateur où on fait avec ce qu'on a sur le coup. Qui paye. Et qui a payé. Après, bon, on essaiera de faire mieux. On essaiera de faire mieux banquer la prochaine fois. C'est ça. Mais bon, oui, ça permet. Alors, c'est l'avantage aussi d'AOS, c'est un petit aparté, mais on peut, avec quand même la majorité des armées, s'en sortir et faire quelque chose. Il y aura toujours cet effet pierre-feuille-ciseau pour moi, mais mine de rien, il n'y a pas, sauf vraiment match-up et trade royaume, etc., défavorable, il n'y a pas forcément d'auto-lose réellement en jeu. C'est mon avis de joueur actuel. Après, Paul aura peut-être un autre avis là-dessus de par ses connaissances. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on s'est dit aussi sur nos listes. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Tout du moins, on peut essayer de viser la défaite mineure qui rapportera un point plutôt que la défaite majeure. Et ça fait jouer finalement autrement. Et donc par rapport par rapport à votre roster, du coup, vous êtes parti sur quasiment du full corps à corps. C'était du full accord. Alors notre Slanesh était un peu spécifique puisqu'il jouait 3 Soul Grinder. D'accord. Donc c'était une liste, voilà, c'est pas du full tir, mais il y avait un peu de tir. Après, c'est vrai que on n'avait pas de Stormcast, on n'avait pas de joueur Caradron, on n'avait pas de joueur Skaven, donc ça limitait quand même beaucoup tout ce qui était optique de tir. Après, sur le coup, on s'est dit, bah tant pis, on va faire autre chose, on fait 100 et puis on verra bien. Et si vraiment on a une liste qui nous embête, eh ben on essaiera de caler le full loose dessus et d'avoir les 3 autres match-up avec le pairing. C'est encore un des avantages du pairing. Okay. Et après, au niveau de disons que la construction des listes elles-mêmes, une fois que vous avez figé le roster, c'est une partie qu'on a, on a adoré justement réfléchir là-dessus. Est-ce que vous vous êtes dit justement, bah du coup, on va commencer à anticiper ce contre quoi on peut tomber, donc on va un petit peu modifier notre liste telle pour être capable d'aller plier du Ossiarch ou être capable d'aller plier du Fire Slayer, etc. Est-ce que vous êtes justement sur quoi vous avez on va dire targeté vos match-ups? Alors effectivement, ce qu'on a surtout planché déjà, c'est les scénarios qu'on avait à l'avance grâce aux organisateurs, donc ils nous les donnent en amont, donc scénario 1 et 2 de chaque round. Ensuite, sur la construction de liste, on est aussi parti sur qu'est-ce que potentiellement on risque de rencontrer majoritairement. Donc Ossiarch, on était pratiquement certain. On s'attendait à un petit peu plus de full order que ce qu'il y a eu, et je pense que l'Ossiarch a fait beaucoup pencher la balance sur les mixtes. Ouais. Voilà, donc du Fire Slayer, potentiellement aussi du Stormcaster, enfin il y avait du COS. Aussi magie, voilà. Donc on a effectivement réfléchi sur nos 4 listes. Si on tombe sur une liste magie ou tir, qui on met en face et pourquoi. Donc que ça soit par par exemple en Oruk, j'étais le joueur destruction, j'avais la possibilité, voilà, avec ce que m'offre l'armée, les TP, les doubles moves, etc., de me mettre hors de portée d'un T1, d'un joueur Tirkos ou Stormcaster, et d'essayer d'impacter derrière. Chose que pouvait potentiellement moins faire un Ossiarch ou un Fire Slayer de par leur mouvement un peu plus réduit. Voilà, il y a toute cette optique qu'on a essayé d'apparenter aussi. Mais encore une fois, on a fait avec ce qu'on avait comme armée et comme figurine. Puisque autant faut avoir une armée, mais autant aussi pour avoir des possibilités stratégiques et tactiques différentes, avoir un panel de figurines possible. Donc voilà, c'est surtout comme ça qu'on est construit. Mais effectivement, le plus important, c'était qu'est-ce qu'on risque de rencontrer et sur quel scénario, comment est-ce qu'on s'en sort. Voilà, le but étant d'avoir une majorité de réponses possibles. C'est ça, parce que juste pour contextualiser un peu les choses, on avait donc 18 rosters. Il s'avère qu'au final, on avait 13 mix, donc c'est-à-dire un Destru, un KO, un Death et un Order. On avait 4 full Order, si je dis pas de bêtises, et un full KO. À l'inverse de la méga bash précédente qu'on avait faite aussi, et là il y avait une énorme prédominance de full Order, puisque c'était avant la sortie des Ossiarch et aussi avant la refonte de Zench. Donc voilà, donc c'est aussi marrant de voir que les gens ont aussi quand même viennent aussi là pour gagner et suivent quand même beaucoup ce qui se passe, à dire au niveau de la méta pour essayer d'optimiser un peu tout ça, quoi. Donc est-ce que Paul, tu peux nous présenter, parce que je pense que vous, pour le coup, vous avez aussi beaucoup planché et testé pour sortir le plus sale possible. Le meilleur possible, tu veux dire? Oui, ce que j'ai dit, non? Ma langue a fourché. Non, c'est vrai que moi, j'adore ce système sur le choix du roster, parce que ça t'oblige à te casser la tête et voilà, à sortir des choses sortir des équipes que tu sortirais pas forcément dans d'autres tournois. Et
Et du coup, effectivement, il y a des compos, en fait, c'est si par exemple, là, dans le contexte actuel, on décide de sortir en full order, ça veut dire se priver de l'Oziark. À l'inverse, partir en full autre chose que order, ça veut dire se priver du Fire Slayer. C'est deux choses ça commence à être très compliqué quand tu sais que tu les auras en face. Et c'est vrai que, on l'a vu sur, je crois, tu as dit 13 équipes mixtes, voilà, il y avait 13 équipes qui avaient de l'Oziark. Donc celle-ci, elle a été clairement auto-include. Donc derrière nous, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on met en KO et en destru. Puisque quand on a commencé à faire cette réflexion, il n'y avait pas encore Tsen. Du coup, moi, j'ai bien failli partir sur une liste Skaven. Moi qui n'ai jamais joué Skaven, justement, ça aurait été l'occasion de tester. Mais finalement, donc avec la sortie de Tsin, je sais qu'on a réussi à faire rapidement une liste qui tenait bien la route. Donc on est parti là-dessus. Et du coup, après, il fallait sortir une liste destru qui soit la plus polyvalente possible, c'est-à-dire qui puisse aller faire des surprises, qui puisse aller s'engouffrer dans les erreurs adverses. Et c'est là clairement, il y avait les deux possibilités, soit un Oruk, soit essayer quelque chose en Ogre. Alors effectivement, là, on sait qu'on a été confronté qu'on n'avait pas de joueur Ogre chez nous. Et contrairement à l'équipe de Sam, on n'avait pas un mec qui a été chaud pour monter une armée en 1 semaine et demie. Donc voilà, c'est pour ça que Christophe est parti sur ses Oruk et il a vraiment bien performé avec. D'ailleurs, il a fait la belle surprise là-dessus. Mais voilà, je dirais que la réflexion, ça a été ça en fait. Les armées auxquelles, dans la méta du moment, on peut difficilement faire sans. En sachant que la full order, elle reste complètement viable, puisqu'on a quand même FS, COS, Stormcast, éventuellement là, je dirais peut-être un Idonet qui peut vraiment être pas mal. Ça tient clairement la route. Après, par contre, là, on est du coup sur 2 listes tir dans le roster, donc c'est-à-dire le Royaume de l'Ombre faut commencer à faire gaffe, quoi. Ouais. Pareil, Royaume de Feu qui coupe les lignes de vue, faut faire gaffe à ça aussi. Donc finalement, je dirais que là, dans ces rosters, avoir une seule armée de tir, je pense que c'est pas trop mal. Voilà un petit peu les réflexions qu'on a eues pour monter l'équipe. C'est ça, c'est vrai que nous, un peu de notre côté, c'est un peu la même chose. On avait la chance d'avoir pas mal d'armées sous la main dispo. Pour ce qui est d'Ossiarch chez Fire Slayer, il n'y a pas trop eu de débat. Après, j'avoue que nous, on était plutôt partis dans l'idée d'essayer de dire qu'on allait sortir 2 listes qui ne soient pas du CAC. Donc on a essayé beaucoup de plancher, en tout cas sur... alors, pour la tire, on a pas mal hésité entre du Skaven Scryer, donc du Skaven Tir avec du Zenj. Finalement, on était parti sur du Skaven Tir pour plusieurs raisons. La première, c'était qu'on avait... il y avait un truc qui était pas trop utilisé en Skaven et pas trop connu, c'était les lance-flammes. Et c'est hilarant. C'est hilarant quand on se met à jouer contre du Ossiarch. Clairement, on avait buildé notre Skaven contre Ossiarch et Fire Slayer principalement. Alors on était un peu triste nous pour le coup parce que sur les 5 sur les 5 teams qui étaient pas en mix, on en a pris 4. Donc en fait, on a affronté qu'une fois de l'Ossiarch sur nos 5 rondes. Donc on était quand même triste. Et puis pour le coup, ça veut dire qu'aussi, au lieu de prendre du Fire Slayer, on a pris pas mal de shootcast. On a pris 3 shootcast avec aussi du Tempest Eye. Donc on a eu pas mal de sacrifices à faire de notre côté. Honnêtement, j'avoue que sur les pairings, au final, il y a eu beaucoup de fois où on a préféré sacrifier un joueur. Donc a priori, on a eu la chance de pouvoir sacrifier celui qui était qui avait le moins de match-up positif, c'est-à-dire moi avec mes Ogres, et qui a permis après de grappiller des points sur à peu près toutes les rondes, ce qui fait qu'on n'a jamais cartonné, on n'a jamais vraiment pris de tôle, et qu'on a un peu sous-mariné pendant tout le tournoi en fait, en faisant des victoires mineures ou des victoires mineures ou des défaites de pas grand-chose aussi, quoi. Après, on a eu pas mal de réflexions sur la partie destru. Et t'es parti sans Squig. T'as pas honte? Non, c'est vrai que alors pour le coup, j'ai beaucoup testé justement des trucs à base de magie en Gloomspite avec beaucoup de stabas, etc. Bon, ça a pas été la folie pour des raisons de construction par rapport au BT lui-même en fait, tout simplement. J'ai essayé un peu des listes d'impact à base de Squig. Le problème, c'est que les Manglers, c'est toujours une seule figue, où là à côté on a des Stonehorn qui sont on va dire peut-être tout aussi fiables, mais qui tankent beaucoup mieux et qui comptent par 10 par objet, quoi. Donc finalement, il s'avère que nous aussi, on avait la chance d'avoir un joueur prêt à peindre en une semaine 2000 points d'Ogre. Donc on a abusé de ce joueur pour qu'il fasse ça. Ça va, ça fait 8 figues. Ça fait 8 figues, c'est pas beau. Moi, j'ai en joué 9 quand même, je spammais un peu. Donc voilà. Donc, bon.
Au final, ouais, ça a été assez intéressant. Je pense que le fait entre guillemets, de sous-mariner un peu nous a quand même bien rendu service parce on n'a pas forcément affronté les équipes qui étaient les premières au classement dès le début. Voilà, après on a eu entre guillemets un peu le désavantage de l'autre côté de pas forcément tomber contre ceux contre quoi on avait buildé, mais bon, ça c'est toujours les aléas du moment, quoi. Pardon, j'allais dire, Damien, tu pourrais peut-être parler de comment vous avez choisi les scénarios. Alors c'est Jordan, surtout qui a travaillé sur les scénarios, le choix des scénarios. On a travaillé un petit peu ensemble tous les deux dessus. L'idée, c'était, en tout cas pour cette édition-là, sachant que le choix des scénarios changera certainement d'une édition à une autre, c'était de ne pas jouer les scénarios un petit peu no brain, couteau dans le cœur, où à part de la bâche, il n'y a pas grand-chose. Donc on favorisait quand même les scénarios qui nous semblaient avoir un intérêt réel en termes de mouvement, en termes de stratégie. Et on a essayé également de trouver un équilibre entre les scénarios aéros, les scénarios avec beaucoup d'objectifs, ou des objectifs médians, des objectifs fond de table. Voilà, on a essayé de faire un beau mélange de tout cela, avec une particularité sur les deux scénarios qui sont joués en round 3, à savoir la merde de toutes les vertus et chute d'étoiles. Donc le samedi soir, voilà, dernière partie du samedi. Alors il faut savoir que chaque ronde dure 3 heures, pairing inclus, mis à part celle-ci, pour laquelle il n'y a pas de chronomètre. Pourquoi ? Parce que ce sont deux scénarios, déjà qui à titre personnel, enfin, moi je trouve qu'ils sont extrêmement intéressants, mais ce sont deux scénarios qui nécessitent d'aller réellement au bout de la 5e ronde. Donc la mère de toutes les vertus, pour ceux qui ne situent pas trop, c'est le scénario où on peut brûler les objectifs. On marque pas de points tant que les objectifs ne sont pas brûlés. Et au moment où on les brûle, on va marquer un nombre de points qui sera plus important si le contrôle de l'objectif se fait depuis un grand nombre de tours. C'est ça. Donc plus on attend, plus on marque de points, mais si on attend et puis qu'on comptait brûler tour 4 ou 5 et que la partie s'arrête tour 3, bon bah ça casse complètement la game. Donc ça c'est pas envisageable. Et puis chute d'étoiles, c'est un scénario sur lequel donc les objectifs commencent à tomber au début de la 2e ronde, finissent de tomber pour l'objectif 2 et 3 en début de ronde 3. Et on va marquer des points de victoire croissants, de plus en plus importants, au fur et à mesure des rondes qui passent, puisque on va marquer un nombre de points égal à la ronde en cours. Donc, si on est ronde 3, on marque 3 points par objectif contrôlé. Si on est ronde 5, on marque 5 points par objectif contrôlé. Donc, c'est des scénarios, en tout cas celui-ci, c'est un scénario pour lequel aller au bout, c'est primordial, puisque tout peut se renverser jusqu'au bout. On avait eu sur la 2e mégabash une petite friction entre deux joueurs sur la mère de toutes les vertus, parce que bon, on a mis en place un système de clock qui est performant, mais bon, malgré tout, il peut y avoir des failles, et on avait dit que on finissait, puis blablabla. Bon, nous, ça nous avait un petit peu embêté en termes d'orga, parce que c'est quelque chose qu'on veut pas avoir. Donc on a décidé de ne pas chronométrer cette ronde-là et de jouer ces deux scénarios pour lesquels on laisse aux joueurs la possibilité d'aller sereinement jusqu'à l'issue de la 5e ronde. Ce qui vous a emmené l'année dernière jusqu'à minuit, quand même. Ouais, c'était JB, c'est ça ? Chut. Au hasard. C'est ça. Donc, oui, bah après nous, ça nous pose aucun problème. De toute façon, on est là, on est sur place, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et au contraire, voilà, que les joueurs prennent leur temps et se fassent plaisir sur une ronde pour laquelle on n'est vraiment pas pressé ou stressé par le temps, que ce soit au niveau de l'orga ou au niveau des joueurs. Je pense que c'est plaisant pour tout le monde. C'est clair. Ouais, deux mots, un retour là-dessus avec mon point de vue de joueur. 5 games dans le week-end, ça peut faire beaucoup. 3 sur une seule journée, c'est beaucoup. Et honnêtement, en fait, faire la dernière sans chronomètre, tout simplement,
tu l'abordes tellement plus sereinement, tellement plus tranquillement, plus à la rigolade aussi, puisque bah, voilà, à la fin de la journée, tu es un peu sur les nerfs dans tous les sens du terme. Bah, du coup, en fait, tu l'abordes forcément plus calmement quand tu sais que t'es pas limité, quoi. C'est clair. C'est clair parce que mine de rien, alors si je dis pas de bêtises, on était sur du 3 heures avec déploiement inclus. Et pairing. C'est ça. Et pairing. Et pairing, alors on se rend pas forcément compte, mais déjà pour moi le pairing, pardon, le déploiement c'est entre guillemets le tour le plus long de la partie. Donc déjà c'est long. Et le pairing, c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire de bêtises parce qu'on peut complètement se craquer. Et donc c'est vrai que 3 heures quand on a le pairing, le déploiement et tout, on n'a pas forcément le temps de perdre. On est quand même pressé, on est quand même un petit peu aussi sous pression parce on a des armées qui ont besoin d'aller au tour 5 pour faire de l'attrition, etc. Et c'est vrai que pouvoir avoir cette partie en fin de journée où entre guillemets c'est plus relax et on sait que bon bah voilà, si on emmène des orgas jusqu'à 2h du mat, ils sont consentants, ça fait toujours plaisir quoi. Donc après moi j'avais une petite question, c'était par rapport aux royaumes. Est-ce que les royaumes par travée, parce que pour revenir on a 4 royaumes différents par travée, est-ce qu'ils sont choisis, est-ce qu'ils sont aléatoires, comment vous avez géré ça justement? Alors, ils sont pas choisis. D'accord. C'est pas non plus de l'aléatoire. Il y a quoi? Il y a 7 royaumes jouables de mémoire, je ne me trompe pas. Oui, je crois. 7 royaumes. Parce Voilà. qu'on peut pas jouer en Asie. Assez bêtement, pas encore. C'est pour la V3. C'est ça. Il y a déjà des règles pour jouer en Asie, mais c'est pour la V3. Oui, donc assez simplement, on prend les royaumes dans l'ordre. Et puis, toutes les 2 travées, finalement, il y a un décalage d'un royaume. Okay. Et puis, bon, il me semble que c'est ça, mais très franchement, j'y mets pas ma main à couper. Okay. Ce qui est certain, c'est qu'on répartit les royaumes, le même nombre de royaumes. Enfin, il n'y a pas d'avantage d'un royaume sur un autre, dans la mesure des possibilités mathématiques, bien sûr. Je crois que alors Gur, c'est une certitude. Il y a une table de moins que les autres. Enfin, on a sélectionné en tout cas les royaumes qui avaient une table de moins que certains, par rapport en effet à des potentiels déséquilibrages. Et on sait que Gur, c'est ça. Parce que Gur, alors Gur, on peut revenir dessus éventuellement, parce que Gur, c'est le royaume sur lequel on a eu le plus de retours. C'est normal. Là. Qui a emmené des Magma Dragons? Non, on a emmené Larry. Larry, c'est le meilleur. Il faut penser à emmener un monstre surtout. Parce que la première fois que tu viens et que tu le sais pas, bah t'as pas de monstre pour jouer. Ouais, ça, il faut. Ouais. Donc, c'est en effet un royaume pour lequel la notion de déséquilibre est, je pense, la plus importante. Jusqu'à maintenant, on voulait vraiment tester ce royaume tel quel, sans le toucher, pour voir. On a eu des retours. On n'a pas eu tant de retours que ça, mais on en a eu. Et puis après réflexion, on va certainement aménager le royaume de Gur pour les prochaines éditions. Assez simplement en fait, on va, en plus de fournir les tables de jeu, on va fournir les monstres. Okay. Donc sur chaque table de Gur, il y aura 2 monstres, peut-être 4 du coup, en fonction du pas de royaume. Et ce seront des monstres identiques dans les 2 camps. C'est-à-dire qu'il y aura 2 géants, 2 hommes. Okay. Voilà. Comme ça, on partira quand même sur quelque chose de un peu plus réglo, on va dire. C'est ça. Maintenant qu'ils nous ont construit toutes les tables, ils vont avoir de la peinture, de monstres. C'est ça. Ils vont vendre les monstres à la buvette, le seul pay to win. Tu veux quoi sur Gur? C'est ça. Voilà, on est parti là-dessus. C'est quelque chose qu'on a déjà testé sur une Malmoule Bash, donc notre tournoi solo, qui nous sert un petit peu de laboratoire pour la méga bash. On a testé ça sur la dernière édition, ça a été plutôt apprécié. Et a priori, on devrait reproduire. On était presque parti pour le faire sur la 3e édition, puis on était un petit peu court. Donc bon, on va commencer à travailler dessus. Ok, ouais, moi je trouve aussi que c'est un excellent choix parce que c'est vrai qu'on est un peu frustré. Moi qui avais ramené, il n'y avait plus de place dans ma mallette, j'avais pris le Behemoth le plus petit avec une Mangler et je me suis pris un Magma Dragon en face. Bon, c'est cool, mais c'est pas la même pression des 2 côtés, quoi, c'est clair. Quand tu fais une game avec un Dread Saurien sur la table, clairement c'est plus la même game. Tu joues plus contre la même armée. Ah oui,
c'est évident. Ok. Donc voilà, on a pensé à ça. Après, autant les quelques points qu'on a déjà abordés qui font vraiment l'essence même de la méga bash, à savoir la création du roster, le pairing, bon, ça, clairement, enfin, sauf Cataclysme, ça bougera pas. Après, après, on est toujours à l'écoute et s'il y a des modifications à faire ou des améliorations, Ok. ça sera fait. Hein. Donc, Alors, j'ai une petite question par rapport à ça. Vous avez pas Ouais. eu des retours sur le fait que en tout cas, nous, c'est l'impression qu'on a eue, que le joueur B est potentiellement un poil plus avantagé que le joueur A, en fonction du choix des armées à mettre en face du premier banni et premier choisi, etc., etc. Alors, le joueur B est légèrement avantagé, notamment sur le choix des tables. Et c'est compensé par le fait que le joueur A a la possibilité de relancer un trade royaume. Donc oui, c'est certain qu'il y a un léger avantage sur la création du pairing pour le capitaine B, qui aura un peu plus la main sur qui rencontre qui. Le capitaine A, en contrepartie, peut relancer un effet de royaume et choisit la première table pour son premier défenseur. Donc il a l'initiative sur la table et il a la possibilité de relancer un effet de royaume. Le capitaine B, il va avoir un peu plus de possibilités, on va dire, en milieu de pairing, où il aura un peu plus la main mise, en effet, sur deux confrontations. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est dur de faire mieux quand tu as 4 joueurs, quoi. Quand il y a 4 équipes à parier, quoi. Enfin, 4 joueurs à parier. Ouais. Ouais, alors le système de pairing, on a pas mal planché dessus. On a fait des tests, on a fait des simulations. Voilà. Donc, il est peut-être encore améliorable. Voilà. Je sais pas. On réfléchit tout le temps. Et on réfléchit après chaque édition. Donc, après, c'est vrai d'ailleurs, au passage, je passe un petit coucou et un petit merci à Sarantay qui nous a filé un coup de main dessus, entre autres personnes. Mais voilà, c'est certain qu'il y a pas un déséquilibre, mais c'est pas un déséquilibre, mais quand on est revenu dessus, c'est en se disant, voilà, on préfère, enfin, nous, on s'est rendu compte, après le premier pairing, qui était le premier pour nous, on voulait être joueur B, en fait. Alors, est-ce que c'est peut-être par rapport à nos conceptions d'armée aussi, qui étaient spécifiques? Enfin, ça peut jouer, mais voilà. Nous, on était partis sur joueur B, nous donnait statistiquement plus de chances de gagner une majorité de games. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du roster, parce que c'est vrai que nous, typiquement, faut bien voir que le joueur, si je dis pas de bêtises, le joueur A a quand même la possibilité de choisir une table pour son exilé. La première, même. Voilà, la première. Et donc typiquement, nous, sur nos listes de tirs, je pense que vous en êtes peut-être moins aperçus parce que vous n'aviez pas de tir, mais il y a des moments où la liste de tir, on veut s'assurer qu'elle soit sur une table particulière. Je prends un exemple, nous on avait un joueur Skaven qui jouait le pont, et bah on faisait en sorte que le pont soit absolument sur le royaume de la mort, parce que le pont sur le royaume de la mort, c'est la portée doublée, etc. Et donc il y a des moments où pour nous c'était hyper intéressant d'être joueur A, parce que voilà, on savait que ça changeait complètement la game, alors qu'à la limite, les autres joueurs qui avaient que des armées de CAC, bon, c'était moins embêtant s'ils se retrouvaient sur des Ulgu, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est une bonne remarque. Ouais. À savoir que le joueur A choisit non seulement la table, mais aussi les scénarios qui vont être joués par telle armée, en choisissant son défenseur scénario 1 et son exilé scénario 2. C'est ça. Et le choix du scénario, mine de rien, change aussi beaucoup de choses. Ouais. Oui, le joueur A peut envoyer un adversaire sur un scénario. Ça aussi, c'est important. Il y a ça, et puis pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, donc tout à l'heure tu nous expliquais que sur votre roster vous étiez quasi full corps à corps, et alors, Paul le confirmera peut-être, mais je pense que quand on a une liste tir ou des listes tir dans notre équipe, on a envie d'être joueur A pour pouvoir envoyer une armée de tir ailleurs que sur Ulu, par exemple. Et puis, si jamais par malheur, malgré tout, la liste tombe sur Ulu, pouvoir potentiellement avoir une relance dans la poche. C'est ça. Donc, en effet, je pense que ça dépend énormément du team building du roster. C'est ça. Ouais,
tu prends cet exemple de la liste de tiers, mais c'est vrai par exemple aussi genre pour le Fire Slayer qui veut surtout pas se retrouver sur le royaume où une de ses unités peut être balancée à perpète par exemple. Parce que Oui. direct, c'est voilà, Oui. c'est beaucoup de points qui sont balancés. C'était Berserker, mais là, 24 pouces, et puis il revient dans 3 tours. Voilà. C'est ça. Il y a ça, et puis être joueur A et justement pouvoir envoyer un Fire Slayer sur un scénario type, je sais pas, mère de toutes les vertus, Terre brûlée. terre brûlée, voilà, terre brûlée. Bon, c'est quand même plutôt intéressant, je pense. C'est clair. Donc ouais, c'est vrai que ça, on voit que ça dépend beaucoup du roster. Nous, typiquement, bah, les tables où il y avait du Ulgu, les tables où il y avait du Chiche ou des choses comme ça, on avait une préférence pour le A ou le B. Voilà, pas si, c'est vrai que c'était pas forcément systématiquement le B. Après sur les royaumes, sur les travées où il n'y avait pas de royaume game breaker, bon, on était moins sensible et à la limite on préférait choisir nos tables pour la majorité des joueurs plutôt que de sauver notre armée de tir, quoi. Ouais, peut-être pour clôturer un dernier exemple. Alors sur cette édition, on n'avait qu'un seul Nagash sur l'ensemble, je crois. Il me semble. Peut-être 2 maximum, mais je crois qu'il y en avait un. Ouais, Enfin, il un, n'y a c'est qu'un sûr. seul Nagash qui s'est glissé dans des Osiars, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Encore une fois, Nagash qui lance 8 sorts par tour, s'il peut choisir son royaume, dans certains cas de figure, Ouais. il y a des choses à faire. Donc bon, ça va dépendre énormément du roster. Tout l'aspect peinture, modélisme. En fait, il nous tenait à cœur d'organiser plus qu'un tournoi, mais plutôt une convention autour du hobby. Donc en parallèle du tournoi, il y a une convention de peinture qui va mélanger de l'initiation, du perfectionnement, en fonction des peintres qui sont présents. Donc ça, c'est assez variable en fonction des éditions. Donc c'est une convention de peinture qui est totalement gratuite. On accueille donc toute personne qui souhaite apprendre à peindre des figurines ou améliorer ses techniques de peinture ou de modélisme, hein, de manière générale, que ce soit sur de la figurine, sur du décor. Donc voilà, tout ça, ça se passe en parallèle du tournoi, tout au long de la journée. Donc ça, c'est une première chose. En plus de ça, on voulait vraiment que cet aspect peinture, modélisme soit mis en avant dans le tournoi. Dans le sens où on n'a pas envie de voir des armées qui soit ne sont pas peintes, soit qui sont peintes à l'arrache, en tout cas le moins possible. Alors on ne demande pas à ce que les joueurs viennent avec des armées pro-painted, hein, loin de là. Mais en tout cas, on met un point d'honneur à mettre en avant les personnes qui réellement font des efforts à ce niveau-là. Nous, de notre côté, on essaye de mettre en place des tables de jeu qui soient plutôt agréables. C'est magnifique, ouais. Et on aime voir de belles armées dessus. Donc, plusieurs choses. Déjà, étant donné qu'il n'y a pas de système de goal average, comme j'expliquais tout à l'heure sur les parties, et ben en cas d'égalité, c'est la note peinture globale de l'équipe qui va départager. Donc, désolé à l'Adeptus. Ouais, parce qu'on a honteusement volé la 3e place sur un départage Sur un à la jet de dés. peinture. On sait que c'est potentiellement frustrant sur une place d'honneur, mais en tout cas, nous, ça nous tient à cœur de départager de cette manière-là sur une note globale d'équipe. Alors, à savoir que ce sont les peintres qui animent la convention peinture qui viennent effectuer des partages. C'est pas du tout les orgas, les arbitres ou quoi. Hein. C'est vraiment des personnes qui sont baignées dans ce milieu. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau toujours de la peinture, on voulait vraiment mettre en avant le fait que au niveau des récompenses, en général, qui dit tournoi dit récompense, il y en est autant pour l'aspect peinture modélisme que pour l'aspect bâche, classement, victoire au tournoi. Du coup, il y a la même enveloppe pour des récompenses liées au modélisme et des récompenses liées
liées au tournoi en lui-même. Donc il y a 12 joueurs, 3 x 4, 12, ouais, 12 joueurs récompensés en bâche. Alors 10 joueurs sur la dernière édition, on va passer à 12 pour qu'il y ait une parité totale. 12 joueurs récompensés en peinture. Et également des trophées, puisqu'il y a de magnifiques épées à gagner. Et des Stormcast. Et des Stormcast. Ça, c'est que pour les moins chanceux, justement, qui font des doublasses à des moments fatidiques, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc en effet, donc le trophée, c'est pour les podiums, donc podium bâche ou podium peinture. Et puis les Stormcast Rose, donc ce sont les Malmoul Fail Act, puisque ça c'est un petit peu notre signature personnelle. Chez les Malmouleux, on sort toujours des as, hein, voilà, pour tout et n'importe quoi. Le 1 sort toujours. Donc on voulait partager ça avec les joueurs qui viennent à la méga bâche. Donc pour chaque ronde, le premier à rater une charge sur un double as, le premier donc de la salle, hein, du gymnase, a le droit de récupérer son Stormcast Rose et de se faire applaudir par l'ensemble des tournoyeurs. Donc voilà, c'est vraiment pour mettre une bonne ambiance au tournoi. Puis je pense que ça résume bien l'ambiance générale qui est plutôt bonne, hein, entre ça et nos fûts de bière. Tout se passe bien. C'est ça, ouais. De sacrés fûts de bière. Et en plus, ouais, moi je trouvais ça vachement intéressant en fait de récompenser autant la partie modélisme, peinture de la partie vraiment poutre, mais pour autant de pas forcément d'avoir des entre guillemets des classements séparés, quoi. Voilà, à l'inverse de ce qu'on peut trouver sur certains autres tournois où on va avoir un pourcentage affecté à la peinture, un pourcentage affecté à la bâche. Bah là en fait il y a 2 ladders, 2 scoreboards, et donc du coup ça permet vraiment de séparer les choses, et tout le monde y trouve son compte en fait. Si on a envie de venir avec nos belles filles, etc., bah, ça fait toujours plaisir d'avoir le petit trophée à la fin, et voilà quoi. Ouais. Alors, ouais, en effet, hein, encore une fois, on voulait, comment dire, notre but quand on fait le règlement de la méga bâche, c'est de ne frustrer personne. Et à partir de là, on comprend qu'un pur tourneur qui cherche un classement sur la bâche et qui n'est absolument pas intéressé par la peinture soit frustré par le fait qu'une partie de son résultat d'équipe soit influencée par une autre peinture. Je comprends. Et puis je comprends aussi que quelqu'un qui a passé X heures sur son armée et qui n'est pas le plus grand stratège du monde ou un optimisateur de liste, ait envie de venir participer à un événement qui reste convivial et à la portée de... Je vais pas dire tous les niveaux, parce que bon, le débutant, on en voit, hein, et d'ailleurs, il progresse vite. Mais il y a quand même beaucoup de niveaux de jeu qui sont représentés à la méga bâche, et quelqu'un qui a envie de se faire plaisir en amenant une belle armée, ben, il sera récompensé aussi. C'est ça. Et donc, ça, c'est important. Donc du coup, c'est vrai que on mélange pas pour éviter les frustrations. J'avais été assez impressionné justement que sur les 78 joueurs, il y avait quasiment aucune armée qui était pas full peinte, et franchement il y avait des armées magnifiques, des Sylvanettes, des Slaneige, bref, j'espère avoir l'occasion de justement de passer quelques photos de certaines armées, parce que voilà, c'est vrai que c'est rare d'avoir un tournoi avec autant de monde et on va dire si peu d'armées grises quoi concrètement. Donc c'est vrai que vous vous donnez du mal sur les tables, à chaque fois vous avez des tables à thème. Donc quand vous allez jouer sur Akshi, vous allez voir des décors enflammés, des trucs de lave. Quand vous allez jouer sur Gur, des trucs très bestiaux, etc. Et donc voilà, c'est vrai que quand on aime, moi j'apprécie aussi le côté immersif de la partie. Bah, c'est vrai que quand on joue sur une table splendide et contre des armées qui sont tout aussi jolies, bah ça remporte l'immersion et c'est encore plus cool. Je croirais chez Sam, quoi. Ouais, presque. Non, mes décors sont loin d'être aussi beaux en tout cas. Question éventuellement aussi pour ceux qui regardent ou que ça pourrait intéresser. Est-ce que vous prévoyez dans le futur potentiellement plus de places? Est-ce que ça peut être jouable ou pas du tout actuellement? Alors, non. En tout cas, pas avec cette salle. Parce que, pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est que là, à 18 équipes, le tournoi, il prend 75% de la salle en termes de superficie.
Et les 25% restants, on veut vraiment les conserver pour la convention peinture parce que c'est important pour nous. Et on n'a pas envie de la mettre dans la petite salle du haut parce qu'on veut que tout le monde soit au même endroit. Parce que c'est plus convivial, parce qu'il y a de l'échange, parce que tout ça. Donc déjà, il y a un souci de place par rapport à la salle en elle-même. Et puis ensuite, parce que à ce jour, on n'est toujours pas autonome sur les tables. C'est-à-dire que sur les 36 tables, il y en a encore une petite dizaine qui sont pas à nous. Et enfin, en ce qui concerne les décors, parce que tous les tapis sont à nous là. Et tant que, enfin là, on s'est vraiment fixé de voilà, devenir autonome par rapport à ça pour des soucis d'organisation. Enfin, non pas que on ait peur que ça, les tables ne nous soient plus prêtées ou quoi, mais enfin, les personnes qui nous les prêtent, on les connaît très bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand il faut faire 3 heures de route, aller-retour pour aller chercher 5 tables à droite et puis 2 heures pour aller chercher à gauche, bon, à un moment, on a envie d'être autonome, donc on va pas grossir. En tout cas, pas sur les 3 prochaines années. Et vous envisagez de continuer à créer des tables là ou pas du coup? Ah oui, bah là on est dessus, hein. Là, on est sur une table Fire Slayer, on fait une deuxième table Seraphon actuellement. Cool. Vous êtes combien là dessus? Eh ben, on a pris la décision de se dispatcher les créations de tables. Donc, tout le monde dans l'assaut ne fait pas des tables. Donc, principalement, on est 3, 2,5. Enfin, moi, je compte pour un demi, parce que je fais des tables, mais pas au même rythme que certains. Et pas avec le même talent. Mais voilà, on se dispatche les projets, et du coup, un petit peu sans stress, puisqu'on sait qu'on peut se faire prêter. Contrairement à la préparation de la Megabash 2, parce que là, je peux vous dire que c'était dur, quoi. Vous étiez à flux tendu, quoi. Pire que ça. Autant dire que 30 minutes avant le début de la Megabash, j'avais encore une table incomplète et j'étais dessus, quoi. Donc voilà. Donc pose là, pas on tes sait pics dessus, peinture fraîche. Voilà, donc là, on sait qu'on a nos 36 tables, on les a, quoi. Enfin, on nous les prête, on n'est pas stressé. Et d'ailleurs, ça nous permet de revenir sur un aspect qualitatif fort, parce que autant il y a 2-3 tables sur la Megabash 2, on a rushé, autant là, on va revenir sur de la belle table, quoi. En tout cas, les tables sur la dernière édition étaient, je crois, toutes assez fantastiques, quoi. Ouais, non, mais dans l'ensemble, c'est bien. Après, on a bien vu que autant sur la première édition, c'était tout. Enfin, voilà, quoi. Il y avait un gros effet waouh. Voilà. Sur la deuxième aussi, bien sûr. Mais nous, en tant qu'orga, on a vu qu'il y avait, un petit quart des tables qui étaient en dessous, quoi. Et nous, on veut vraiment sortir un truc de fou, quoi, par rapport à ça. Enfin, nous, c'est notre objectif. Dernier point, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du système de clock qui était un peu particulier, qui est une semi-clock, on va dire. Ouais, c'est ça. On peut appeler ça une semi-clock, en effet. C'est un système qu'on a mis en place pour tout simplement pour éviter les abus de jeu. Parce que c'est quelque chose qu'on conçoit pas, tout simplement. Alors, la clock en elle-même, la pure clock, celle qu'on active à chaque fois, alors on pourrait le faire sur le déploiement, on pourrait le faire sur le pairing, en phase de combat, au pairing, voilà. Bon, ça, on a fait une croix dessus, on a décidé de ne pas le mettre en place. On a plutôt opté pour un système de semi-clock qui vraiment a pour but d'éviter les gros abus. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt efficace. Donc l'idée, c'est que après le déploiement, à partir du moment où la première ronde est lancée, chaque joueur va noter sur sa feuille de match l'horaire de son début de tour. Donc, à la fin de la partie, il y a plusieurs possibilités. Donc, je rappelle que les parties durent 3 heures, pairing inclus. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit la partie s'est terminée dans le timing. Donc là, le système de clock n'est pas utilisé, hein, peu importe combien de temps chaque joueur a passé. Sachant que, et ça aussi c'est important,
à partir du moment où le score fait que mathématiquement l'adversaire ne peut plus remonter, peu importe qu'on soit arrivé à la 5e ronde ou pas, la partie peut s'arrêter. Étant donné qu'il n'y a pas de système de goal average, ça aussi ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était aussi une des raisons. Voilà, s'il n'y a pas de goal average, ça fait gagner du temps, puisque on sait que si mathématiquement l'adversaire peut plus remonter, bon, la partie est terminée. Il faut aller boire des bières. Donc soit la partie se termine dans le temps, et là, on n'en parle plus. Soit, à l'issue des 3 heures, la partie n'est pas terminée. Et là, on va, déjà dans un premier temps, revenir au score de la dernière ronde complète. C'est-à-dire que si une ronde a été entamée et n'a pas été finalisée, comptera pas. Et on va regarder s'il y a un écart de temps de jeu important entre les deux joueurs à l'issue de cette dernière ronde complète. Dernier tour. De la dernière ronde complète. C'est-à-dire que les 2 joueurs ont joué la ronde. Le round, pardon. Voilà, le round, ouais. Pardon. Donc, si jamais le temps de jeu, l'écart de temps de jeu est inférieur à 20 minutes, donc on estime qu'il n'y a pas eu de souci. Et à ce moment-là, on regarde le score à la fin de ce round de jeu pour déterminer qui est le gagnant. Si jamais il y a un écart supérieur à 20 minutes, part du principe que soit un joueur volontairement patienté parce que c'était à son avantage, pour une raison X ou Y, soit un joueur est trop lent, peut-être de bonne foi ou de bonne volonté, mais clairement, son adversaire n'a pas pu jouer correctement à cause de lui. Donc à partir de là, le joueur qui a pris trop de temps subit une défaite majeure et son adversaire bénéficie d'une victoire majeure. Bon, ça peut faire peur. C'est vrai que la première fois qu'on a mis ce système en place, on avait des capitaines qui nous ont dit c'est super. On a des capitaines qui nous ont dit oh, faut faire attention quand même. Bon, faut savoir que au final, de mémoire, à la première édition, on n'avait pas le système de clock, on l'a mis en place à la 2e édition. Donc en 2 éditions, on a dû intervenir qu'une seule fois pour déclencher une défaite à cause du timer. Donc, au final, à partir du moment où les joueurs savent qu'il faut jouer, ça joue. C'est ça. Oui. Voilà. Sans rentrer dans Alors, à titre personnel, j'ai jamais testé la clock, la pure clock. Je pense que ça me dérangerait pas du tout, et je pense que c'est un moyen, c'est peut-être même le meilleur moyen, mais pour des raisons déjà matérielles, et puis également des raisons liées à comment dire. En fait, on n'a pas envie que la clock devienne l'objet central de la partie. On veut que les joueurs restent quand même détendus, ça reste un jeu. Donc voilà, on a mis ça en place pour limiter les abus et au final, c'est ça, que les autres organisateurs de tournois le sachent, ça fonctionne. En sachant qu'en plus vous proposiez j'aime bien ton système. Vous proposiez en plus le fait que si les 2 joueurs se mettaient d'accord pour jouer avec une pure clock, c'était autorisé. À ce moment-là, ils jouaient avec une pure clock, quoi. Donc les joueurs pouvaient aussi le faire comme ils voulaient. Avec ça, en effet, pas de problème avec ça. Moi, j'aime vraiment bien. Et pour ajouter une info, c'est que 20 minutes, ça représente sur une partie classique quasiment un tour de joueur en fait. Donc c'est comme si le joueur avait joué un tour de plus que l'autre. Si on part du principe que chaque joueur a bien 1h30 de jeu, et encore là c'est même moins que ça avec le temps du pairing. Et finalement en fait 20 minutes ça paraît pas beaucoup, mais en fait quand tu réfléchis comme ça fait énorme quoi. Ouais. C'est clair parce qu'il faut bien voir qu'en plus globalement je pense que quand on parle de quasiment 1 heure sur pairing plus déploiement, on n'est pas loin du compte quoi. Donc on va dire que sur 2 heures de partie pure, il y en a un qui a joué 20 minutes de plus que l'autre. Ça commence à faire ça fait 1h10 contre 50 minutes, ça fait un gros écart quoi, relatif en tout cas. Alors après, pour pas forcément faire peur non plus, au niveau de ces 2 heures de jeu, ce qu'on peut se dire quand on joue en assaut à la boutique, voilà, on fait souvent des parties de 4-5 heures, donc on se dit 2 heures de jeu, 2000 points, comment ça va gérer? J'ai l'impression aussi que sur ce format Megabash où il y a quand même beaucoup de listes compétitives avec les systèmes de pairing, royaume, scénario, etc.,
on a beaucoup de parties qui au final dépassent pas le tour 3. Je sais pas si vous avez eu la même impression du fait qu'il y en a majoritairement un ou un autre qui a pris l'avantage et qui prend les points ou qui est fort en attrition et qui bâche complètement l'armée adverse ou etc. Donc finalement, je crois que j'ai dû faire sur mes 5 parties une seule qui a été jusqu'au round 5 et on était quand même dans le temps imparti parce qu'on était vraiment sur de la bâche et ça tapait chacun sur un tour et voilà, ça éclusait quand même rapidement. Donc on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais j'ai pas été gêné finalement par cette limite de temps, 2 heures. Moi, j'ai pas eu cette impression. Après, C'est clair, non, mais après, je sais pas si on a souvent tendance à prendre son temps. Moi, je sais que mes premières parties Seraphon, c'était du 5-6 heures. Bah, quand on sait qu'on a que 3 heures, bah, on joue en 3 Tu les heures. passes Quoi. plus vite, escape. j'ai C'est fait ça. différemment. On bouge plus vite. Mais en fait, voilà, pour moi, c'est un truc important. Pour moi, ça fait partie du jeu d'être capable de prendre les bonnes décisions rapidement. Donc, voilà, c'est pas, ça fait peur au début parce que, comme tu dis, nos parties souvent détentes sont détentes. C'est ça. Même détendu au niveau du temps. Donc voilà, après ça fait partie du jeu. On peut pas, voilà, sinon on ferait que 3 ou 4 parties sur le week-end. Ça serait un peu, c'est compliqué de Ça départager serait trop 18 long. équipes quoi. J'encouragerais les gens ou les joueurs qui souhaitent faire du tournoi. Enfin, Hmm. la méga bash, c'est quelque chose que je conseillerais, ne serait-ce que par l'aspect team et pairing, qui mine de rien change complètement le jeu par rapport à ce qu'on fait habituellement sur des tournois solo. Voilà. Et puis effectivement, l'ambiance et le fait de jouer des joueurs compétitifs. Si on a envie de s'améliorer et de progresser et de voir jusqu'où on peut aller, effectivement, bah, jouer esprit ludique avec des joueurs de l'équipe de France, jouer des bonnes équipes qui font la méga bash habituellement et qui font toujours des top 5, voilà. Et ben mine de rien, on apprend beaucoup. Hmm. C'est comme ça qu'on progresse aussi, qu'on réfléchit sur nos orientations d'armée, sur nos choix de liste, etc. Et on progresse même sans se rendre compte, en fait. C'est clair, hein, c'est clair. Et puis en plus faut bien voir. Moi c'est vrai que la première fois que j'ai joué contre des gens comme Paul, bah, on se dit que ça va être une partie rude, mais en fait voilà, même si le jeu entre guillemets, il n'y a pas de cadeau dans le jeu, bah voilà, c'est toujours fait dans une bonne ambiance. À la fin de la partie, on peut débriefer sur ce qu'on aurait dû faire, comment on aurait pu le faire mieux, etc. Et donc on tire, voilà, même si vous êtes débutant et que vous avez un peu peur de vous lancer dans des tournois, déjà dites-vous que si vous perdez vite, eh ben, vous boirez plus. Déjà c'est un excellent point. Puis vous regarderez plus de bonnes parties aussi au C'est ça. début. Donc moi, ma première partie a duré 40 minutes et ben, je me suis baladé 2h20 à regarder l'étape de tout le monde T'as et passé voilà. une bonne matinée, quoi. J'ai passé une excellente matinée. Donc voilà, en tout cas, vraiment, je vous encourage à faire ce genre de tournoi si vous êtes 4 ou même si voilà, je pense qu'il y a des gens un peu tout seuls qui ont pas forcément de club avec 4 personnes dispo à vous regrouper pour participer à ce genre d'événement parce que bah, c'est dans tous les cas c'est un bon week-end. Et puis voilà, donc Alors oui, c'est l'avantage aussi, on joue contre beaucoup de joueurs compétitifs, mais ils prennent le temps d'expliquer leur armée, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi. Enfin, jamais personne, je pense, ou moi je l'ai pas vécu en tout cas, vous roulera dessus ou prendra un plaisir à, entre guillemets, vous humilier ou vous mettre en dessous de tout. Enfin, Paul quand même il fait ça. voilà. Il y a que Paul qui aime bien faire ça, mais il a pas eu de chance, il est tombé contre moi, donc ça a duré jusqu'au Mais il a T5. quand même le sourire, donc je suis content. Ça a duré jusqu'au T5, il a gagné sur un jet de charge. Bon, j'étais un peu dégoûté, mais voilà. Non, mais voilà, c'est toujours sympa. Enfin, moi, pour ma part, ça fait qu'un an que je joue à AOS, donc j'ai fait quelques tournois et c'était la 3e fois que j'affrontais, entre guillemets, des joueurs de l'équipe de France. Et j'ai pas encore eu la chance de gagner une partie, mais bon, je désespère pas, ça arrivera, j'espère un jour. Enfin voilà, c'est toujours agréable et on apprend beaucoup à chaque fois. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une référence de tournoi en France. Je souhaite que ça continue parce que c'est trop cool, quoi. C'est 2 week-ends qu'on a vraiment envie de faire dans l'année et c'est des dates qui sont bloquées dans le calendrier. C'est ça. C'est pour ça que je demandais s'il y allait avoir plus de place. Parce que mine de rien, il y a du monde qui toque à la porte. Donc voilà. Alors sur la méga bash, non, ça c'est sûr. Après, Ah, il y a de l'info là. Par contre, effectivement, on peut aussi dire, je l'ai pas encore fait, mais je pense venir au solo, au tournoi solo un jour, parce que si c'est la même organisation, si c'est la même ambiance, c'est voilà, bon, Ça c'est donne toujours envie. intéressant aussi. bon, C'est ça ça. reste en effet, c'est un tournoi solo, c'est plus petit, pas la même salle, mais voilà, en termes d'orga ou enfin, comment dire, d'esprit autour du jeu, c'est la même chose. Bon, puis nous, moi, je suis à 1h15 de Lyon, donc ça va. Ça joue aussi. Ouais. Donc Ça joue voilà, aussi, bah, en tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous raconter un peu voilà, votre bonne expérience sur la ou les dernières méga bash. Merci à toi, Damien. Ben, merci à toi. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis salut.
À plus.